Et dans ce grand angle, nous allons évoquer la situation au Liban. Entre crainte d'une guerre au Proche-Orient et crise économique sans fin, la tension dans le pays est à son comble. Alors quel scénario pour l'avenir et comment la population s'y prépare? On en parle avec nos invités. Ils sont au nombre de 3 ce soir. Tout d'abord Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes chercheur politiste et professeur à l'Université américaine de Paris. Bonsoir. En ligne avec nous également Karim Émile Bitar, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de relations internationales. Et puis notre correspondant au Liban, à Beyrouth, Wissam Charaf. Bonsoir Wissam. Bonsoir. Je viens vous voir Wissam Charaf et Karim Émile Bitar dans une petite minute. Mais je commence avec vous, Ziad Majed. Au Liban, la guerre, est-ce qu'elle est déjà dans tous les esprits actuellement? Oui, la guerre est là depuis le 8 octobre 2023, puisque dans le sud du pays, il y a des bombardements quotidiens. Il y a plus de 80 000 déplacés internes libanais. Il y a 550 morts. Il y a des villages déjà dévastés. Israël a utilisé le phosphore blanc à plusieurs reprises, selon les rapports des organisations internationales. Et donc, il y a véritablement une guerre qui se déroule, même si le pays connaît également d'autres scènes de vie plus ou moins normales. Mais tous les Libanais et les Libanaises savent qu'il y a une situation extrêmement dangereuse. En plus, ils sont tous et toutes pris par la crise économique et par la crise du système politique libanais, étant donné qu'on n'a pas aujourd'hui de président de la République, le gouvernement fonctionne à peine et toutes les institutions sont paralysées ou n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. On va revenir dans un instant justement Absolument. sur cette crise économique qui s'ajoute à ce risque effectivement de guerre. Wissam Charaf, Ziad Majed nous le disait à l'instant et vous pouvez nous le confirmer. Quel est l'état d'esprit justement des habitants de Beyrouth où vous vous trouvez, mais aussi des autres régions du pays actuellement? Écoutez, c'est une drôle de guerre qui se déroule, hein. Les Libanais sont pris entre l'enclume du Hezbollah et le marteau d'Israël. Et ici, ce sont un peu les montagnes russes émotionnelles au quotidien, guerre, pas guerre, aujourd'hui, demain. Un jour, on a les avions israéliens qui franchissent le mur du son en Razmot et qui terrorisent littéralement la population. Le lendemain, le Hezbollah montre des vidéos de son réseau de tunnels souterrains bourrés de missiles prêts à l'emploi. L'Iran menace Israël d'une guerre totale. Le lendemain, on parle de négociations au sujet de Gaza. Bref, ici, on n'y comprend plus rien. En attendant, certaines personnes vont à la plage, d'autres restent chez elles, on ne sait pas. Tout est annulé, les projets économiques, la saison touristique est fichue. Les ambassades ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays, mais entre-temps, certaines compagnies internationales ne desservent plus l'aéroport de Beyrouth, donc comment partir? Bref, les Libanais ont l'impression de flotter dans le vide. Ils essaient de vivre tant bien que mal, mais ils ont en même temps la sale impression d'être à la merci d'une bande de dangereux irresponsables qui gouvernent les pays de la région et qui risquent sur une simple mauvaise décision de provoquer l'Armageddon pour tous les pays de la région. Karim Émile Bitar, vous avez dit dernièrement dans une interview, un équilibre de la terreur s'est instauré entre le Hezbollah et Israël et les choses pourraient déraper. Que vouliez-vous dire par là? Absolument. Depuis quelques années, les deux parties avaient pris conscience qu'une éventuelle guerre signifierait une destruction mutuelle assurée. Mais il n'en reste pas moins que la moindre erreur de calcul, comme il vient d'être dit, pourrait conduire la région dans un véritable apocalypse. Et on voit mal comment le Liban pourrait se remettre sur pied après une éventuelle guerre, car nous sommes dans une situation d'effondrement de toutes les institutions étatiques, d'absence de chef de l'État et de gouvernement en exercice. Donc, s'il devait y avoir côté israélien une fuite en avant, des frappes massives contre le Liban, ce n'est pas uniquement la population civile qui en paierait le prix lourd comme d'habitude, c'est aussi tout le tissu social et l'existence même de l'entité libanaise qui serait aujourd'hui menacée. Ziad Majed, je vous voyais être d'accord avec Karim Émile Bitar. Le pays s'en relèverait pas?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le pays est en crise économique et financière. Le système bancaire s'est effondré. Il n'y a pas les institutions politiques capables de négocier avec la communauté internationale. Il y a des conditions qui ont été mises en place par les pays qui devaient aider le Liban, qui n'ont pas été respectées par les responsables libanais. Et en plus, la situation dans toute la région aujourd'hui, avec la guerre qui se poursuit à Gaza, avec les massacres quotidiens là-bas, avec les pays du Golfe qui ont des enjeux différents de ce qu'il y avait en 2006, quand il y a eu une guerre entre Israël et le Hezbollah, et une partie du Liban a été massivement bombardée, mais il y a eu des aides pour la reconstruction de la part de ces monarchies du Golfe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En 2006 aussi, le pays, son tissu social était encore, disons, résistant au risque d'une guerre. Aujourd'hui, il est fragilisé. Donc, il y a évidemment beaucoup de difficultés et une guerre totale, donc une intensité encore plus importante dans les bombardements et dans les opérations militaires, peut avoir des conséquences fatales par rapport au pays. Mais Ziad Majed, il y a une diplomatie toutefois qui s'active pour que l'on n'arrive pas à ce scénario redouté. Je rebondis sur ce que vous disiez. La diplomatie au Liban, qui la mène actuellement? Alors, il y a le ministre du gouvernement sortant, ministre des Affaires étrangères, qui est en contact avec tous les émissaires américains, français, britanniques ou autres. Mais par rapport à la réalité des choses, c'est le Hezbollah libanais, qui est un parti ayant des ministres aussi dans le gouvernement, un bloc parlementaire, une base sociale, mais qui a une armée indépendante qui agit et qui dicte dans un sens les choix stratégiques du pays. Mais aujourd'hui, même cette question, si vous voulez, n'est plus la seule question centrale, puisque avec le gouvernement Netanyahou, avec la situation explosive dans toute la région, avec ce que beaucoup considèrent comme une guerre génocidaire à Gaza, il est très difficile que le Liban sort, disons, sans avoir des dégâts, et il faut beaucoup d'efforts diplomatiques, et il faut surtout un cessez-le-feu à Gaza. Il faut peut-être des négociations encore plus importantes avec l'Iran, avec des acteurs régionaux pour calmer le jeu et pour éviter le pire, parce que la vie quotidienne devient de plus en plus difficile et les risques sont de plus en plus importants, ça c'est évident. Karim Émile Bitar, on a l'impression que les Libanais semblent être pris, encore une fois on peut le dire, en tenaille par le jeu des puissances régionales. Absolument, c'est leur histoire de ces 60 dernières années et même de ces 150 dernières années peut-être. On pense toujours au vieux proverbe africain qui dit que quand deux éléphants s'affrontent, c'est la pelouse qui souffre le plus. Le Liban est encore une fois la pelouse. S'il devait y avoir une nouvelle guerre entre l'Iran et ses alliés d'un côté, Israël de l'autre, c'est le Liban qui souffrirait le plus. Les guerres par procuration régionale ont été une plaie dont le Liban n'a jamais pu se débarrasser, et à défaut de se distancier de cette politique des axes, d'édifier un État suffisamment solide pour s'imposer face aux milices instrumentalisées par des puissances étrangères, on voit mal une voie de sortie. Et ce qui est également navrant, c'est que le gouvernement libanais, comme il a été dit, est un gouvernement fantoche, il est aux abonnés absents. Et il y a également une certaine insouciance des élites libanaises. Il y a une micro-société qui vit dans l'opulence comme s'il ne se passait rien au Liban Sud. Donc on a déjà le sentiment que ce pays est fragmenté, que tous les Libanais ne vivent plus la même réalité, qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes images quotidiennement. Et une guerre viendrait accentuer ces lignes de faille à l'intérieur de la société libanaise et pourrait porter le coup fatal à cette idée libanaise d'égalité des droits et des devoirs entre l'ensemble des citoyens sur ce territoire où vivent plusieurs communautés qui ne sont pas destinées à se faire la guerre, qui ont vécu harmonieusement pendant des décennies, mais qui sont toujours les victimes d'interférences étrangères permanentes et de tentatives de les instrumentaliser à des fins qui ne servent que les puissances extérieures. Wissam Charaf, vous confirmez ce que Karim Émile Bitar vient de nous dire? Vous sentez, vous aussi, qui habitez depuis longtemps au Liban, ce pays fracturé?
Effectivement, le pays s'est toujours divisé au sujet des conflits régionaux et une fois de plus, voilà, une partie des Libanais considère que, vu ce génocide perpétré contre les Palestiniens, eh bien, le Liban doit combattre, doit être prêt à faire des sacrifices, à participer à cette guerre contre Israël. Et une autre partie se dit pourquoi nous, le Liban d'abord, pourquoi devons-nous nous mêler de la guerre des autres, de celle des Palestiniens? Il faut défendre notre pays. Pourquoi nous devons-nous être aux avant-postes et non pas, par exemple, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte ou même les pays du Golfe qui sont également des pays arabes? Pourquoi le Liban doit-il à chaque fois être le terrain de jeu des conflits des autres? Donc malheureusement, voilà, c'est cette idée de nation au Liban qui n'a jamais été solide. Il n'y a jamais eu une idée directrice pour tous les Libanais concernant les conflits de cette région volatile. Wissam Sharaf, en un mot, puisqu'à cette situation internationale, il y a également la situation économique du pays. Vous me confirmez que ces derniers jours, le Liban a été plongé dans le noir parce qu'il n'y avait tout simplement plus d'électricité. C'est un peu votre quotidien que vous vivez depuis des années, Wissam Sharaf, ce type de coupure, par exemple? Oui, complètement. C'est une crise en millefeuille, comme on l'appelle. Un problème s'ajoute à un autre. Donc là, au beau milieu de l'été, patatras, les 4 maigres heures d'électricité que fournissait l'électricité du Liban n'existent plus pour cause d'incompétence totale, d'incompétence abyssale de la part des gouvernements, des chefs des institutions qui ne semblent pas se préoccuper du bien-être des Libanais. Aujourd'hui, la blague, c'est que si les Israéliens veulent frapper les infrastructures, il n'y a même plus d'infrastructures à frapper. Qu'ils les frappent, peut-être qu'on les reconstruira, on reconstruira des infrastructures qui marchent. Karim Emile Bitar, je le disais, la situation économique est compliquée actuellement. On a appris que le prix du blé, par exemple, va augmenter prochainement. Ça, c'est une nouvelle page noire qui s'ajoute à toutes celles qu'on a évoquées auparavant. C'est cela qui est affligeant à côté de ces affrontements irano-israéliens, à côté de la mainmise du Hezbollah sur tous les rouages de l'État. Vous avez également toutes sortes de mafias qui prospèrent plus que jamais, à commencer par la mafia des générateurs électriques, les accapareurs de fioul, mais aussi la question du blé. Il n'y a que quelques hommes d'affaires qui dominent ce marché. Donc le Liban, qui est censé être une démocratie libérale et une économie de marché, est devenu depuis déjà une trentaine d'années une oligarchie. Vous avez 4 ou 5 leaders politiques qui décident de tout, et la même chose apparaît dans le domaine économique, où vous avez une poignée d'hommes d'affaires avec des relations incestueuses avec la classe politique qui décident de la survie des Libanais, puisqu'on parle de pain, on parle de médicaments, on parle d'essence, de biens de première nécessité. Et tout cela est contrôlé par ce qu'on peut véritablement appeler de caste d'oligarchie mafieuse. Et c'est la population civile, celle qui n'est soutenue par aucune milice communautaire, par aucun pays étranger, qui se retrouve à payer le prix le plus lourd. Ziad Majed, quelle solution au final pour le Liban? Oui, alors il est clair, et à partir de ce qui a été dit par les collègues libanais, aujourd'hui il y a une crise existentielle dans le pays. Cette crise touche le système politique qui ne fonctionne plus. On a un système qu'on appelle consociatif, où il doit y avoir un minimum de consensus, et aujourd'hui ce n'est plus le cas par rapport à la politique étrangère, mais par rapport aussi à la gestion des dossiers internes. Il y a une corruption et une médiocrité de la classe politique qui gouverne depuis des décennies et qui n'arrive plus à gérer toutes les crises ni à les anticiper. Puis il y a une société civile qui reste assez dynamique, où il y a beaucoup de diversité, beaucoup de richesse, richesse intellectuelle, un potentiel humain. Et ce décalage entre la société et la classe politique dirigeante a existé pendant longtemps, mais aujourd'hui il est arrivé à un certain moment où il ne peut plus continuer comme avant, c'est-à-dire on fait comme si tout va bien, on arrive à gérer notre vie, même si la classe politique est corrompue, mafieuse et médiocre. Donc là, la solution doit être radicale. C'est-à-dire un changement politique, des élections... Ça fait longtemps qu'on en parle de changement politique. Oui, et notre système, encore une fois, ce système politique consociatif avec la question communautaire, avec tous les conflits de la région, font que les Libanais sont pris
en otage, dans un sens, à la fois de leur système, mais aussi des conséquences des conflits régionaux. Donc il faut à la fois des réformes par rapport au système politique, des réformes économiques, et il y a beaucoup d'idées et beaucoup de projets qui ont été mis sur la table pour les négociations, mais il y a toujours un blocage de la part des politiques soutenus souvent par des forces étrangères. Et puis il y a la question de la région. Il est très difficile aujourd'hui de parler de stabilité au Liban tant qu'il n'y a pas une solution politique juste de la question palestinienne. Et donc, on est encore dans l'attente, mais les gens se mobilisent pour pouvoir juste vivre au quotidien et rester dans le pays et non pas le quitter comme beaucoup l'ont fait. Et bien entendu, on suivra les négociations et ce qui se passe dans la région ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Ziad Majed, d'avoir été sur le plateau de 64 minutes. Et merci également à Karim Émile Bitar depuis Beyrouth et à notre correspondant Wissam Sharaf à Beyrouth également. Merci à tous les trois. Merci.